Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous accueillons un auteur de l'art moderne Sénégal qui a osé réfléchir, porter des chroniques sur l'évolution de la situation politique du Sénégal de 2012 à aujourd'hui. Il s'appelle Talibouya Aïdara, son livre « Par devoir civique et militant, le Sénégal que je connais ». Monsieur Aïdara, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Vous êtes journaliste de formation, vous travaillez dans un ministère, vous avez intégré des ministères, vous y avez travaillé, vous avez vécu l'expérience de la communication institutionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel livre? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, Talibouya Aïdara est journaliste communicant. J'ai d'abord exercé dans les rédactions ici au Sénégal, mais également au niveau de la presse internationale, avant d'intégrer l'administration sénégalaise comme conseiller technique en charge de la communication au ministère des Pêches et de l'économie maritime en juillet 2009, où j'ai eu à gérer la communication de juillet 2009 à 2018. J'ai géré la communication du ministère. Après, j'ai été affecté dans la direction en charge de la protection et de la surveillance des pêches des eaux territoriales du Sénégal, où j'ai passé une année. Après, j'ai rejoint la direction des infrastructures portières comme chef de division en charge du partenariat et des financements. Donc, je pense, au-delà de la presse, mon passage dans l'administration, ça m'a permis de voir c'est quoi un État, c'est quoi une administration et qu'est-ce que le Sénégal a comme richesse, pourquoi le Sénégal est respecté par les autres pays. Et je sais que l'administration sénégalaise a son mot à dire. L'administration sénégalaise a su marquer les États partenaires, les États alliés, mais également les partenaires techniques, financiers, les partenaires au développement. C'est une administration organisée, comme toute bonne administration, avec des hommes et des femmes qui maîtrisent leur dossier, qui maîtrisent leur domaine à tous les niveaux. Mais également, c'est une administration qui a besoin d'être relookée, parce que toute œuvre humaine, tout travail à un certain moment a besoin d'être relooké, a besoin d'être retouché, a besoin surtout d'être en phase avec son époque. En phase avec son époque. Maintenant, le livre, c'est un travail de journaliste, un travail de citoyen sénégalais, un travail d'homme de plume sur le Sénégal. Et le titre l'a très bien dit, le Sénégal que je connais. Ça parle, vous avez commencé par la politique, ça parle de la politique parce que je suis homme politique, j'appartiens à un parti politique. Il y a des moments, il faut prendre position. Quand il s'agit de prendre position, je prends position. Mais le livre va au-delà. Ça parle de la crise casamançaise. Ça parle de l'impact des mines antipersonnelles dans la crise casamançaise. On sait que depuis des années, ça fait bientôt 40 ans, que cette région sud du Sénégal est victime d'une crise qui a négativement contribué à son image qui aujourd'hui, tu parles de la Casamance qui est, comme on l'a dit, la région naturelle du Sénégal qui a des problèmes pour être présent comme le Sénégal le souhaite, pour booster, pour accompagner son développement à cause d'une crise qui a connu la pose des mines antipersonnelles. Des champs ont été abandonnés, des rizières ont été abandonnées, le tourisme est réduit au néant, les investisseurs ont fui, les partenaires sont partis ailleurs, l'élevage est complètement détruit. Finalement,
la reconversion a été faite au niveau de la pêche, c'est au niveau des ballons, au niveau des fleuves, ce qui a eu des conséquences comme quoi la surpêche, mais aussi la déforestation des forêts de mangroves pour ceux qui connaissent la région naturelle de la Casamance. Et tout ça, c'est le fruit d'une crise. C'est un fruit amer que cette crise nous a laissé. Donc ce livre a parlé de ça. Le livre a parlé aussi de l'économie. L'économie sénégalaise, on a essayé. On a parlé du tourisme. Le livre a également parlé des figures, quelques figures de l'histoire du Sénégal, mais également de l'Afrique. Le livre a parlé en parlant de ces figures, nous avons des hommes de cinéma tels que Sembène Ousmane, le dernier voyage de Sembène Ousmane, mais nous avons également le doyen et homme de plume Bara Diouf, que tous les Sénégalais connaissent, qui a lancé l'agence de presse sénégalaise aux premières heures d'indépendance du Sénégal, qui a également lancé le quotidien national Le Soleil. Et ces deux grands groupes de presse sont toujours là. Et il était témoin, il était acteur de l'indépendance du Sénégal. Ce livre aussi parle de Seydou Badian Kouyaté. Seydou Badian Kouyaté, cet homme qui était là au début des indépendances au Mali, qui a travaillé avec le président Modibo Keïta, qui était ministre de la Santé, mais qui a été arrêté au même titre que Modibo Keïta et déporté à Kidal, dans le nord du Mali. Mais également, ça parle de religion, de l'islamisation de la région naturelle de la Casamance, parce que moi je suis de cette région naturelle d'où est originaire mon grand-père, parce que c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé en Casamance en 1876. Donc mon grand-père est né là-bas, mon père est né là-bas, je suis né là-bas. Ça parle également de la cohabitation frontalière entre le Sénégal et la Gambie, où j'ai interpellé personnellement le président de la République à travers une lettre ouverte, Macky Sall, parce qu'il y avait un problème. Et le problème est toujours là, entre deux localités. L'une s'appelle Touba Tranquille, qui est au Sénégal, dans la commune de Kataba, département de Bignona. L'autre s'appelle Dassilame, c'est en Gambie, dans la circonscription de Brikama. Ces populations revendiquent des terres qui disent que c'est en Gambie, d'autres disent que c'est en Casamance. Et il y a eu des tensions. À travers cette lettre ouverte, des instructions ont été données, des dispositions ont été prises et pour voir entre les deux comment régler ces questions. Et ce n'est pas seulement Touba Tranquille, c'est un élément, mais vous le trouvez à Katak, vous le trouvez à Dombondir, à Makuda, le long de la frontière, Siliti, Tambacounda, ainsi de suite. Jusque dans, je sais que là j'ai cité la Casamance, mais c'est la même chose au niveau des autres frontières. Et je toutes pense les localités qui jouxtent la frontière. Et je pense que c'est des questions qu'on doit régler au bonheur des Sénégalais. Le livre aussi parle de la santé. De la santé, où j'ai parlé du dernier voyage du voyage de coronavirus. En fait, c'était une contribution à la sensibilisation. À la sensibilisation. Étant journaliste, j'ai mis le corona dans la peau d'un missionnaire de la reine Corona, comme on l'appelle, de la reine Corona, qui était de travailler pour l'expansion de cette maladie dans le monde. Et elle a quitté Dakar
à travers les bus horaires qu'on appelle ici à Bignona, à Grand Yoff. Exactement. À des moments où il était interdit certains contacts, où il y avait des mesures barrières et tout, mais c'était des milliers de personnes qui quittaient Bignona, Grand Yoff pour rallier la région naturelle de la Casamance, et les frontières gambiennes étaient fermées. Et l'itinéraire, c'était Dakar, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, Tamba, Vélingara, Kolda, Bounkiling, Bignona, directement parce que la destination finale, c'était Bignona. Et les différentes étapes du voyage étaient dirigées par un chef de mission qui, à chaque étape, laissait partir ses missionnaires et continuer ailleurs pour perpétuer. C'est une façon de contribuer à la sensibilisation. Le livre parle aussi toujours dans le secteur de la santé sur des avancées qui ont été notées au Sénégal sur... Justement, vous avez parlé de la chimiothérapie. La chimiothérapie. Et je pense aujourd'hui, cette maladie, il faut faire les centres qui traitent, pour voir en réalité les dégâts que cette maladie est en train de causer. D'abord, elle est onéreuse, elle est très chère, le traitement de cette maladie. Parce que moi, personnellement, ma maman était une victime de ça. Donc, parler de cette maladie, c'est très difficile parce que souvent nous nous rendons compte dans les hôpitaux, surtout dans les centres d'hémodialyse, il n'y a pas assez de centres déjà, ça c'est la première des choses. Pour trouver de la place, c'est un autre problème. Mais également, il y a la question des ressources financières. Nous savons que nous sommes dans un pays où les moyens ne suffisent pas, en tout cas chez les populations, et que souvent cette maladie est une maladie très très onéreuse, comme l'a dit l'auteur. Pour l'avoir subi, naturellement, pour nous tous qui peut-être qui l'avons subi de façon directe ou indirecte, nous savons que c'est une maladie extrêmement onéreuse. Nous en avons tous perdu. Je me rappelle, il n'y a même pas 4 ou 5 mois, j'ai perdu ma tante, deuxième femme à mon père, à cause de cette maladie-là. Pour vous dire tout simplement qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué. Mais là, je vous interpelle, M. Aïdara, ne pensiez-vous pas que le privé devrait pouvoir intervenir là-dessus à travers ses moyens pour essayer de libéraliser la construction des centres d'hémodialyse et essayer de trouver une possibilité de rendre beaucoup plus accessible à travers la baisse des prix? Oui, je pense que le privé, comme c'est le cas dans certains pays, le privé peut le faire. Le privé peut le faire, c'est de l'investissement. Et je pense aujourd'hui, le Sénégal ce n'est pas les médecins, c'est pas qui manquent au Sénégal, ce n'est pas l'expertise qui manque au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, vous avez une forte communauté mauritanienne qui vient ici pour se soigner, gambienne qui vient ici pour se soigner, malienne qui vient ici pour se soigner, bissau-guinéenne qui viennent ici pour se soigner. Donc je pense que l'investissement dans ce secteur, surtout du côté du privé, réglera beaucoup de choses. Parce que vous parlez de l'hémodialyse. L'hémodialyse, en réalité, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème parce que c'est un nombre qu'on ne peut pas dépasser. Si tu es malade et que le nombre qui est prévu, il n'y a pas eu d'évolution, tu seras obligé d'attendre qu'une personne décède pour que tu puisses... Exact, malheureusement. Et malheureusement, ça, c'est... La question de la chimiothérapie pose énormément de problèmes. La question de la chimiothérapie, c'est un vrai problème. C'est excessivement cher. L'État prend en charge, l'État peut prendre en charge pour t'accompagner en charge pour le traitement. Mais ce qui est onéreux dans la chimiothérapie, c'est les ordonnances. C'est surtout les ordonnances, ce n'est pas le traitement en tant que tel. Parce que vous payez énormément d'argent, c'est par cure. Médicaments très chers. Oui, c'est par cure.
Donc, les ordonnances, c'est 800 000. Tu peux avoir une cure de 2 800 000, tu peux avoir une cure de 2 millions, tu peux avoir une cure de 1 500 000, 800 000 francs. Moi, je me rappelle personnellement, la dernière ordonnance que j'ai payée pour ma maman, c'était 150 000 avant qu'elle ne... et ça, c'était juste pour calmer avant qu'elle ne... elle avait atteint la phase de métastase, parce que quand on dit métastase, c'est que la phase finale, la personne n'attend que la mort. Et elle, ce qui avait même aggravé la situation, elle avait reçu l'opération et tout a été fait. Et elle avait commencé la rééducation, la radiothérapie, mais malheureusement, la machine de radiothérapie qui était à l'hôpital de Dantec est tombée en panne. Ouais. Et là, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, et en croyant, je dis que c'est qui, mais je me dis que peut-être si cette machine était là, elle aura survécu parce que ça avait commencé à cicatriser et tout, elle commençait à commencer ses activités. D'un seul coup, ça a rechuté. D'où la pertinence d'ailleurs de ma question. Quand je disais tout à l'heure, ne faudrait-il pas que les privés essaient de mettre en place la mise en place d'autres machines? Nous savons que c'est très cher ces machines également, mais aussi il y a beaucoup d'argent qui peuvent être dépensés peut-être dans d'autres domaines, mais que nous pourrions aussi, l'État je veux dire, essayer de les orienter dans la construction, dans la mise en place d'autres centres de chimiothérapie, d'autant plus que la vie humaine est extrêmement cher. C'est la première des choses. Et la seconde, c'est que c'est tellement important. C'est une question de dignité. Et c'est de la responsabilité de l'État. Vous en avez parlé. Mais nous avons également constaté que vous avez parlé un peu de politique, de la dialogue nationale à l'époque. Oui. Qu'est-ce que vous avez poussé à en parler? Oui, au fait, en parlant du dialogue national, j'ai parlé du dialogue national parce que je me dis que dans cette vie, c'est de la communication. Il faut dialoguer. Sans dialogue, il n'y a rien. Les grandes démocraties sont dans le dialogue. Ils sont dans les confrontations politiques, mais au finish, ils vont vers un dialogue parce qu'ils savent que c'est à travers le dialogue qu'on peut régler les choses. C'est à travers le dialogue qu'on peut retrouver ou bien trouver des solutions dans le code électoral. C'est à travers le dialogue qu'on peut trouver des solutions dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou bien dans d'autres qui. S'il n'y a pas de dialogue, peut-être aujourd'hui, nous ne serons pas là aujourd'hui parce que tout le monde était là, tout le monde disait que Macky sera candidat, il sera tout. Mais le jour où il y a eu cette rencontre, dans les échanges, quelqu'un qui connaît bien un communicant, un vrai communicant, tu regardes Macky Sall parler, tu sauras qu'il a déjà donné un message à ceux qui étaient là en face de lui, sans leur dire, mais en le voyant, on sait que ce gars-là, il ne sera pas candidat. Parce qu'il plaisantait. Avec le sourire du ton, quelqu'un qui dit ça, c'est clair. S'il s'était braqué, les autres aussi se sont braqués, peut-être on n'arrivera pas à ça. Il y a solution à tous les problèmes du monde. Il y a une solution à tous les problèmes du monde. Et c'est dans le dialogue qu'on peut trouver des solutions pérennes. Et ça, je pense, le Sénégal l'a compris. Récemment, j'ai suivi un plateau de journalistes africains où ils sont revenus sur ce dialogue. C'était le lendemain. Et ils ont projeté des images de ce dialogue pour saluer la démocratie, le niveau de la démocratie sénégalaise. Et donner le Sénégal un exemple pour l'Afrique. Et en disant, regardez, Macky Sall est là, en face de lui, il y a Khalifa Sall. Khalifa Sall, ils ont parlé, ils ont expliqué ce qui s'est passé, ils sont revenus sur tout ça. Et ils ont présenté Idrissa Seck aussi, tout en revenant sur le parcours du gars. C'est différent avec Macky Sall et tout, mais malgré tout ça, ils ont accepté de se retrouver
pour échanger pour l'intérêt du Sénégal. Et c'est quelque chose qu'on doit pérenniser. On ne doit pas le faire parce qu'il y a une élection, on ne doit pas le faire parce qu'il y a une crise, on doit le faire pour permettre, parce que aussi il faut reconnaître une chose, les économistes sont là, les médecins sont là, les scientifiques sont là, tout le monde est là, mais nous avons tous décidé de donner, de confier la gestion du Sénégal à des politiques. Donc, acceptons que ces politiques, exhortons ces politiques à partir vers des dialogues. Parce qu'on leur a délégué notre pouvoir. Tu te lèves un dimanche matin, tu vas voter pour choisir quelqu'un qui va décider à ta place. Donc, c'est quelqu'un qui doit décider à ta place. Une fois au pouvoir, il doit comprendre que s'il est là-bas, c'est grâce aux autres. S'il est là-bas, c'est grâce à ce Sénégalais qui s'est levé le matin de bonne heure, qui est parti voter, parfois sous des menaces, pour qu'il décide à sa place dans la bonne marche du pays. Il doit prendre des décisions. Et ces décisions, parfois, ne feront pas le consensus, ne seront pas partagées. Mais il faudrait que lui-même, en âme et conscience, comprenne que cette décision que je vais prendre, qu'elle soit populaire ou impopulaire, c'est ce qui est bien pour mon pays, c'est ce qui est bien pour les Sénégalais. Et je pense que le dialogue nous permet de régler toutes ces questions. Vous avez parlé aussi dans le livre d'un sujet qui, presque chaque 3-6 mois au maximum, il y a toujours des soubresauts, il y a toujours parfois des problèmes. La question de la pêche au Sénégal. Les pêcheurs qui rencontrent de mêmes difficultés, ça c'est la pêche petite artisanale. Il y a également la pêche industrielle avec la signature des accords de pêche par-ci, par-là, et aussi les institutions de pêche qui représentent l'État. Quel est véritablement le problème que nous rencontrons dans ce secteur-là pour qu'à chaque fois, chaque 1, 2, 3 mois, nous entendons toujours il y a problème, les pêcheurs ont rencontré tel problème, entre pêcheurs de tel lieu. La dernière fois, c'était les pêcheurs de Guet-Ndar et celui de Kayar. Oui, la pêche, voilà un secteur qui peut régler beaucoup de problèmes. Je dis économiquement, qui peut régler beaucoup de problèmes au Sénégal, qui aujourd'hui fait partie du trio de rentrée de devises au Sénégal, parce que dans les exportations depuis quelques années, la pêche est en tête. En tête des exportations. Parfois, c'est le secteur minier qu'on sort. Un secteur qui a besoin d'être organisé. Un secteur à problème. Un secteur qui, on entend parler que de licence de pêche, que d'accords de pêche, alors qu'en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur est autre. Le Sénégal a des accords de pêche avec quelques pays, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Libéria et l'Union européenne. Il y a le Japon et le Sénégal ont un accord de pêche, mais il n'y a pas de protocole. Donc s'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. C'est avec ces pays que le Sénégal a des accords de pêche. Et c'est les Sénégalais qui vont pêcher en Mauritanie. C'est les Sénégalais qui vont pêcher en Gambie. C'est les Sénégalais qui vont pêcher en Guinée-Bissau. C'est les Sénégalais qui vont pêcher au Libéria. C'est les Sénégalais qui vont pêcher au Cap-Vert. C'est pour vous montrer que le Sénégal est un pays de pêcheurs. La demande, elle est là. Parce qu'il y a des communautés de pêcheurs. Vous avez parlé de Guet-Ndar, c'est une communauté de pêcheurs, les Guet-Ndariens. Il y a les Tchoubalo, il y a les Nyominka, il y a les Lébou de Dakar. Et ces pêcheurs, on les retrouve le long de la côte africaine, jusqu'en Namibie. Ils sont là-bas. Et aujourd'hui, le Sénégal gagnerait. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ce qu'on dit est la réalité. C'est deux mondes différents.
il faut qu'eux-mêmes, les pêcheurs, comprennent que personne ne peut organiser leur secteur à leur place. L'État prend des initiatives. L'État lance des projets pour les aider à partir vers ça. Il y a d'abord parce qu'il faut comprendre qu'au début des années 80, s'il y avait 2000 pirogues qui pêchent dans les eaux sénégalaises, aujourd'hui il y a 30 000 embarcations de pêche qui pêchent dans les eaux sénégalaises. C'est normal que si en 80 tu partais en pêche, tu revenais avec des tonnes. Aujourd'hui, si tu vas en pêche pour venir avec 500 kg, même ça sera un problème parce que c'est normal. De 2000, on est passé à 30 000 pirogues. Et ça, c'est normal. De deux, les politiques de gestion durable des ressources. Il faut que les acteurs acceptent de l'appliquer. Aujourd'hui, il y a des zones qui l'appliquent. Vous partez à Ngaparou, Ngaparou qui est tout près ici, ils ont aménagé des zones de pêche protégées et une zone de pêche interdite. En quoi faisant? Ils ont scindé leur zone de pêche en 3 parties. Celle qui est au milieu est une zone de pêche interdite. Personne ne doit y pêcher. On y a émergé des récifs et des quais pour permettre aux poissons de se reproduire. Le temps que le poisson se reproduit là-bas, on ouvre la pêche à la partie qui est à droite. Donc la pêche se pratique à la partie qui est à droite. À un certain moment, on ferme cette partie à droite et on ouvre la partie gauche à la pêche. Mais la partie du milieu est interdite à la pêche. Aujourd'hui, vous partez à Ngaparou, vous verrez des bandes de poissons. Et ça peut être fait partout. Mais malheureusement, il y a quelques années de cela, et c'est des pêcheurs qui ont quitté leur site de pêche pour partir agressés par la force, dire qu'ils vont pêcher dans ces eaux par la force. Personne ne peut leur interdire de pêcher dans cette zone. Et ils sont ici à Dakar, ils ont laissé Dakar pour partir pêcher là-bas. Alors que ce que ceux de Ngaparou ont fait, ils peuvent faire la même chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Récemment, il y a eu des problèmes à Kayar, vous avez entendu parler. C'est pour le respect des engins de pêche, des filets de pêche. Exactement. Et je pense que tout le monde doit œuvrer pour ça. Tout le monde doit œuvrer pour ça. Exact. Mais si des pêcheurs même, certains disent, nous sur notre zone de pêche, voilà les normes pour y pêcher que nous appliquons. Vous quittez ailleurs pour dire non, nous par la force on va pêcher, c'est avec ces engins de pêche. Et ces engins de pêche sont interdits par les textes. C'est pas que c'est pas interdit, c'est interdit par les textes. Aujourd'hui, le Sénégal a lancé des politiques de développement de ce secteur. On veut partir vers la transformation. Parce que tant qu'on n'est pas vers la transformation et la valorisation de ces produits halieutiques, on ne peut pas régler le problème. En partant à la transformation, à la valorisation, on crée déjà de l'emploi. On crée déjà de l'emploi et au-delà de l'emploi, le produit qui sera exporté, c'est le Made in Sénégal pour partir à la conquête du marché mondial. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils vont en pêche, ils reviennent, ils vendent à des mareyeurs exportateurs, à des industries à terre qui prennent le produit, ils le traitent, ils le mettent dans des conteneurs, ils l'exportent. Soit c'est des congelés qui vont par la mer, ou bien c'est du poisson frais qui passe par l'aéroport qui va en Europe. On n'y gagne rien du tout, si ce n'est que le pêcheur a pêché, il a vendu au mareyeur qui a traité dans l'usine et qui a vendu, qui l'a exporté. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de valeur ajoutée, ça ne crée rien du tout. Alors que le Sénégal est un pays de pêche. Aujourd'hui, un pays comme le Maroc, vous allez au Maroc, ils sont organisés. Ils font aujourd'hui la fierté de la pêche dans le monde. Aujourd'hui, les 4 pays de pêche en Afrique, c'est le Maroc, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Sénégal. C'est les 5 grands pays de pêche en Afrique. Et de l'autre côté aussi, ça a commencé dans le monde. Et l'Égypte en Afrique est le numéro 1, c'est l'aquaculture. L'aquaculture, nous avons le fleuve Sénégal
nous avons le fleuve Gambie et on peut développer l'aquaculture naturelle dans ces fleuves. Il faudrait aussi qu'on aille vers ça, qu'on travaille pour la reconversion de ces pêcheurs, au lieu qu'ils soient dans la pêche de capture, mais qu'ils partent vers l'élevage de poissons. Vers l'élevage de poissons en tenant compte des spécificités locales. Et c'est faisable. Maintenant, autre chose que les gens ignorent aussi, 85% des débarquements de poissons au Sénégal viennent de la pêche artisanale. C'est 15% qui viennent de la pêche industrielle. Donc ce secteur a besoin d'être organisé. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Sénégal est producteur de pétrole et de gaz. Et ce pétrole et ce gaz sont exploités en mer. Donc déjà, des zones de pêche seront interdites, des zones de pêche seront limitées. Et ces pêcheurs, ces acteurs, c'est-à-dire pêcheurs, mareyeurs, charpentiers et d'autres colporteurs qui tournent autour de ça, ont besoin d'être accompagnés pour partir vers, certes, ceux qui le souhaitent, vers une reconversion, parce que tout le monde ne peut pas être pêcheur. Et il faudrait aussi que l'État réfléchisse, l'État pense à l'organisation de ces villages de pêche. Parce que c'est une tradition qui est en train de se perpétuer. C'est son arrière-grand-père qui était dans la pêche. Mon grand-père est dans la pêche, mon père est dans la pêche, je suis dans la pêche, mon enfant sera dans la pêche. Et il faut qu'ils arrivent à créer des capitaines je veux dire des capitaines entrepreneuriaux, d'industriels dans ce secteur. Exactement. De la phase artisanale, qu'ils puissent passer à la phase semi-industrielle avant d'arriver à industriel. Ils ne peuvent pas, durant des années, être d'éternels artisans. Parler toujours de pêche artisanale. Avant, c'était des gales locho, des embarcations traditionnelles. On est passé à l'autre étape en motorisant les pirogues. Aujourd'hui, on est en train de renouveler les embarquements. Au lieu que ce soit en bois, c'est en fibre de verre. Et il faudrait qu'on pense à passer à l'autre étape, c'est-à-dire la semi-industrielle. La semi-industrielle avant de passer à l'industriel des gens. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons besoin d'être industrialisés. Et on parle de la pêche dans un secteur où c'est la pêche et l'économie maritime. C'est la pêche et l'économie maritime. Le Sénégal est un pays maritime. En parlant de l'économie maritime, c'est les activités portières, c'est le transport maritime. On est en train de construire un port de dernière génération en Dayan qui va permettre au Sénégal de se repositionner dans le système de transport mondial aujourd'hui qui est en perpétuelle mutation et le Sénégal est obligé de s'adapter. Et au-delà de ce port de Dayan, penser à un autre port en eau profonde dans la zone sud, ce qui permettra au Sénégal de capter le maximum de marchandises pour les ports, pour les pays de l'interland, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite. Et juste, c'est selon les intérêts des opérateurs, ça peut même aller jusqu'au Tchad. D'autant plus qu'aujourd'hui, le CAF, c'est au Niger, c'est un marché commun. Et on a même vu que depuis quelques années, malgré que la Côte d'Ivoire soit frontalière au Burkina Faso, on voit qu'il y a une courbe ascendante des exportations du Burkina depuis le port de Dakar vers Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Je pense que ça, c'est un travail qui peut le faire. Si on arrive à construire un port en eau profonde en zone sud, c'est facile de servir Bissau, de servir la Gambie et peut-être même par voie ferrée rallier ce port en eau profonde à Tamba, permettre aux transporteurs, aux gros porteurs maliens de rallier directement Ziguinchor, la façade atlantique à l'embouchure pour alimenter. Et je pense que c'est ça
qui permettra au Sénégal de faire face à la concurrence des nouveaux ports émergents, parce qu'il y a des ports émergents qui sont là en eau profonde, et le Sénégal doit faire face, le Sénégal doit anticiper, que ce soit dans la pêche, mais également dans le domaine de l'économie maritime avec les transports maritimes. Merci beaucoup Talibouya, vraiment c'était un grand et réel plaisir d'avoir partagé avec vous ces moments d'échange, surtout dans le domaine de la pêche que vous maîtrisez tellement bien. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à moi de vous remercier et de remercier toute l'équipe de l'Harmattan et de donner rendez-vous à la cérémonie de dédicace qui était programmée, mais malheureusement reportée à cause des malheureux événements. Maintenant, je suis en contact avec les musées des civilisations noires pour pouvoir fixer la nouvelle date. Lorsque la date sera fixée, nous vous le communiquerons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité.